Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la plateforme Nouvelle Version, le podcast qu'on a ramené pour vous sur toutes nos plateformes digitales. Alors aujourd'hui, on va parler de finances, on va parler d'argent, oui, le nerf de la guerre. Et pour en discuter avec moi, j'ai deux personnes que ça intéresse beaucoup. Un expert en finance, un serial entrepreneur que vous connaissez bien. D'ailleurs, je vais commencer par lui. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Content de te revoir cette semaine. Plaisir partagé. Pour le deuxième numéro. Je t'ai appelé tout à l'heure chroniqueur, hein, officiellement de la plateforme, parce que tu vas souvent nous accompagner. J'accepte la mission. Super, super. Alors Abdoulaye, comme je t'ai présenté la dernière fois, tu es serial entrepreneur, tu évolues dans plusieurs domaines, dont le sport, dont la restauration, etc. Et aujourd'hui, on va justement parler de l'entrepreneuriat et des finances. Et oui, ça va de pair. Ça va de pair, il faut le dire. Et pour en parler, pour nous éclairer un peu nos lanternes, on a un expert, et oui, parce qu'il le fallait, un jeune expert en finance qui va tout nous dire sur ce nerf de la guerre. Il s'appelle Manizor Cham. Bonjour Manizor. Bonjour Sophia. Contente de te retrouver. Toujours un plaisir. Tu étais au début. Tout à fait. Et tu seras à la fin, n'est-ce pas? Tout à fait. Ou plutôt sur la deuxième phase de ce podcast que je suis heureuse en tout cas de présenter. Je suis heureuse de t'avoir comme invité aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, que tu nous parles un peu de ton parcours et que tu nous dises pourquoi tu es là aujourd'hui, parce que c'est pas anodin. L'exercice est un peu difficile de parler de soi. C'est vrai. Et je vais me prêter au jeu et essayer. Donc je réponds au nom de Manizor Cham, je suis consultant financier. Je ne suis pas expert. Vous aimez pas ce mot expert? Effectivement. C'est vrai. Mais je suis un spécialiste de la finance. Oui. Donc je travaille au niveau du cabinet Forvis Mazars en tant que consultant senior manager et directeur. Et mon quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs et accompagner également les projets étatiques à pouvoir lever des fonds pour pouvoir développer leurs projets et pouvoir agrandir leur spectre d'action, que ce soit au Sénégal comme à l'étranger. Donc voilà de manière un peu succincte comment je peux me présenter et au cours des échanges, on pourra approfondir sur les points essentiels. Et super, c'est intéressant à Abdoulaye Je trouve Manizor très humble dans sa présentation. Et tu aides les fonds souverains, les institutions publiques, mais aussi les startups, les futurs champions. Voilà, moi je trouve dans ton parcours beaucoup de choses et je pense que voilà, on va pouvoir, les spectateurs également vont pouvoir te découvrir. Tout à fait, nos chers internautes. Alors Manizor, comme je l'ai introduit au début de l'émission, moi j'aime bien dire aux gens, on va parler d'argent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu dis, dans nos cultures, hein, dans nos traditions un peu de Soutoure et tu vois, on n'aime pas trop dire on va parler d'argent. Oui. On a peur ou bien on préfère le cacher, on préfère pas l'exposer, alors qu'en fait, il faut en parler. Oui. C'est important. Très important. Très important. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport-là, toi qui es spécialiste en finance, ce rapport avec notre culture, notre tradition et nos rapports avec l'argent et le fait qu'il est temps qu'on en parle maintenant? Je dirais que Sophia, tu l'as dit, c'est culturel. Dans nos cultures à nous, parler d'argent, c'est un peu se dévoiler, c'est un peu dire ce qui est caché et on a tendance à un peu maquiller ce fait-là. Mais aussi, ça vient d'un héritage colonial et un peu francophone, où vous pouvez le voir, cet héritage colonial fait que nous sommes un peu très en retrait, je ne dirais pas un peu, mais très en retrait vis-à-vis de cette notion d'argent, ce qu'on ne voit pas dans les zones anglo-saxonnes comme aux États-Unis, comme au Canada, où le salaire de chacun est connu, alors que dans nos zones, non, c'est quand même, c'est très précieux de garder son salaire pour soi-même, de garder ce qu'on gagne pour soi-même, plutôt que de le dévoiler au grand monde. Donc ça a un trait très culturel, et quand ça fait allusion ou quand ça fait référence à la culture, c'est très difficile de s'en départir. Donc ça va prendre du temps pour qu'on ait cette ouverture ou bien cette transparence vis-à-vis de l'argent, mais je pense que ça commence petit à petit, les gens sont un peu plus ouverts et avec le temps peut-être qu'on arrivera à cette logique anglo-saxonne
de pouvoir partager voilà, de manière naturelle ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on le gagne, où est-ce qu'on l'investit. Et voilà, je pense que ça va venir. Ouais, c'est important parce que pour pouvoir avoir cette éducation financière dont moi j'aime beaucoup parler, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise voilà ce qu'il y a, comment on fait maintenant pour évoluer avec ce qu'on a, avec nos propres réalités, parce que tu parles de culture anglo-saxonne, on peut pas avoir le même rapport, à mon avis, à l'argent, aux finances que certaines cultures, parce que par exemple, et j'adore l'exemple que tu as pris, tu as parlé du salaire, mais ce qu'un salaire représente dans une autre culture ne représente pas la même chose chez nous. Parce que chez nous, souvent, ce salarié-là, il peut être soutien de famille. C'est-à-dire que c'est pas lui seul qui bénéficie de ce salaire, mais son salaire, il le partage avec toute une famille, tu vois. Et donc, le rapport qu'il a avec ce salaire-là est différent de quelqu'un, peut-être qui vient d'une autre culture, qui fait son salaire, je dis pas qu'il n'a pas de charge, mais les charges sociales sont différentes. Donc, peut-être de là aussi, on peut comprendre la différence avec ce rapport qu'on a. Donc, pour moi, il faut aussi l'adapter à nos réalités et à notre culture, c'est important. Toi, Abdoulaye, tu es entrepreneur. La recherche de financement, tu connais. C'est le quotidien. C'est le quitidien. Les gens appellent ça le nerf de la guerre. Moi, j'appelle ça le carburant. Ça veut dire que dans une structure, s'il n'y a pas de flux financier et si on n'arrive pas à gérer ce flux financier, on court très vite à la catastrophe. La faillite, c'est juste le début. Après, il peut y avoir des séquelles au niveau mental, psychologique, des dégâts au niveau de l'environnement, la famille autour, les proches. Donc, effectivement, non, les aspects financiers, c'est super important quand on entreprend. Je voulais aussi rebondir sur le fait que dans le monde francophone, vous savez, cette institution qui est censée gérer les flux financiers, on appelle ça le trésor. Alors, un trésor, c'est quelque chose qu'on cache. On ne veut pas montrer la richesse qu'on a, pour pas qu'on puisse... alors qu'en réalité, la vraie richesse, c'est de partager, de s'ouvrir aux autres. Et ça, les anglo-saxons l'ont très bien compris. On ne peut pas faire du business tout seul. C'est les hommes qui font les hommes, donc les hommes avec un grand H, bien entendu. Et voilà. Et un entrepreneur, si tu n'as pas de carburant, tu ne peux pas aller très très loin. Et là, on va s'intéresser à ça, Balizor. Le carburant des entrepreneurs. Tu t'y connais, tu es spécialiste dans ça. Je vais te poser une question très vaste et après, à toi de la rétrécir. Ma question très vaste, c'est qu'est-ce que les entrepreneurs de nos jours doivent savoir sur la recherche de financement? Première chose, c'est normal d'aller chercher du financement. Parce que les entrepreneurs sont confrontés à deux challenges. Le premier challenge est celui qu'on appelle le business model. Et un business model vient répondre à un besoin. Donc il faut savoir bien calibrer son business model pour qu'il puisse répondre à un besoin, pour qu'on puisse parler de rentabilité et de viabilité. Il faut que le business model soit viable. Mais pour que ce business model soit soutenable, on a besoin d'argent. Si je peux le caricaturer par rapport à un sportif, c'est-à-dire c'est non seulement avoir l'entraînement nécessaire pour pouvoir faire la compétition, mais avoir le cadre aussi dédié pour pouvoir pratiquer et être au haut niveau. C'est exactement la même chose. Donc ces fonds-là, c'est normal d'aller les chercher. La problématique qui se pose, c'est où les chercher, comment les chercher et comment les investir. C'est là où nos entrepreneurs qui des fois par manque d'information, par manque de formation, par manque de coaching se ratent un peu, si je peux me le permettre, dans leur logique de développement de leur business. Maintenant, où les chercher, il y a plusieurs institutions. Donc nous avons le classique que tout le monde connaît, ce sont les banques. Ensuite, il y a le relais des banques, mais bon, je vais un peu donner un petit coup. Le relais des banques, ils ne font pas, si je peux le dire ainsi, le travail comme il faut, qui sont les institutions de microfinance. Bon, je le dis avec des pincettes parce que je suis un consultant. Je les veux aussi comme des clients. Oui, bien sûr. Mais bon, bien sûr. Qui ne font pas forcément leur partition leur partition dans le cadre économique. Et on attendait beaucoup de ces institutions financières. Il y a d'autres relais aussi qui sont les fonds d'investissement. Mais là, il y a un point qu'on va aborder tout à l'heure du fait que nos entrepreneurs sont très frileux au fond, dans le sens où lorsqu'un fonds vient, il prend une part du capital. Et nous avons tendance à vouloir, comme j'ai l'habitude de dire, 100% de 10 plutôt que d'avoir 10 de 1 milliard. Ouh, c'est tellement profond ce que tu viens de dire. Oui, la balance change. 100% de 10 plutôt que 10% d'un milliard. Et les calculs sont faussés. Tout à fait. Déjà là. Donc les gens ne veulent pas partager, alors qu'en partageant ces fonds-là, ils nous aident quand même avec plusieurs rouages qu'on a
plusieurs techniques que nous avons pour pouvoir aider les fonds, les entreprises autant pour moi. Un fonds peut prendre une participation de 20 à 30% et après se substituer carrément aux banques, aux microfinances et renflouer par de la dette avec des taux, ce qu'on appelle les comptes courants associés, avec des taux très insignifiants pour aider la société à se développer. Donc ce sont des choses qu'on ne connaît pas, mais aussi, je le disais lors d'une émission qu'on avait partagée ensemble, Oui. les parents, les love money, les tontines d'à côté aujourd'hui qui peuvent également participer, surtout lorsqu'on est à un niveau de business très, très petit, les TPME, les PME. Donc il y a plusieurs cadres financiers qui peuvent aider ces sociétés, ces entrepreneurs. Mais le problème, encore une fois, je le dis, c'est le problème de l'information. Les gens n'ont pas la bonne information. Et ensuite, le problème de la formation. Ils ne sont pas assez outillés, assez bien formés pour pouvoir trouver ces fonds et les utiliser à bon escient. Information et formation. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur ces deux mots, Abdoulaye. Déjà, l'information. L'information, parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, moi j'entends souvent des gens dire oui, il y a des fonds pour les entrepreneurs qui sont là. On a de grandes structures qui viennent. On va prendre le cas du Sénégal, qui sont là, qui veulent de nos entrepreneurs. Souvent on dit mais ils ne savent pas. Soit ils ne savent pas, soit ils ne savent pas comment aller chercher ces fonds, comment appliquer, quels sont les documents à réunir. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont éligibles, c'est le mot que je cherche pour pouvoir aller chercher les fonds. Comment est-ce que toi, tu gères ça, cette quête d'information-là, en tant qu'entrepreneur? Clairement, et je rejoins ce que tu dis, on est noyé dans l'information. Mais il y a une chose que je reproche à ces entrepreneurs, c'est que derrière toutes ces informations-là, il faut faire un tri. Il y a des choses qu'on peut, selon la maturité du business, appliquer tout de suite maintenant et d'autres qu'on peut prévoir. Or, pour moi, un entrepreneur, il n'a pas le droit de se laisser surprendre. Parce qu'il n'a pas le droit il doit être constamment dans l'anticipation. Et constamment dans l'anticipation, c'est aussi s'enquérir des conseils d'un coach ou d'un consultant, comme Anissa, mais ou des profils qui vont aujourd'hui peut-être grossir leur rang dans les boards et qui vont leur dire voilà, nous aujourd'hui on veut atterrir à tant d'auteurs de francs CFA, vu qu'on est au Sénégal. Voici ce qu'on peut utiliser comme levier pour lever de fonds. Voici ce qu'on peut, en termes de gestion, provisionner, etc., etc. Et ça, ces aspects techniques, qui sont très techniques, sont à la portée de tout Sénégalais ici. On a les expertises sur place. Tout à fait. Et on n'est pas obligé à chaque fois d'aller chercher dans les Big Four. Aujourd'hui, vous avez des gens sur la place qui sont en capacité de faire ça. Donc il y a la maturité entrepreneuriale. Il y a le fait qu'il faut trier ces informations parce qu'on est noyé dans ces informations. Maintenant, il y a aussi la partie exécution qui pêche. Moi, je viens juste de revenir d'un événement qui a eu lieu au King Fahd aujourd'hui. C'est sur le bureau de remise à niveau. Alors, j'ai appris qu'au Sénégal, il y a une institution étatique qui accompagne sur plusieurs niveaux. Mais dans l'investissement, des entreprises qui ont besoin de passer le cap, peut-être sur l'import, sur l'expansion à l'international, à partir de 500 millions. Oui. Et avec des jeux de primes, etc. Ça aussi, c'est une sorte de financement. Mais oui, bien sûr. Tu parlais de crowdfunding ou de love money. Mais bien sûr, on le fait aujourd'hui avec les tontines. Ouais. Les petites tontines pour les baptêmes, etc. Appliquer au business, c'est possible de le faire. Tout à fait. On peut même acquérir aujourd'hui des biens meubles, des immeubles entiers, avec cette même technique. Donc, beaucoup d'informations, on ne prend pas le temps de trier, on ne prend pas le temps de s'entourer des expertises qu'il faut. Et ce qui fait que derrière, on court à des situations rocambolesques. Tellement important et passionnant tout ce que vous dites, justement, aller vers l'information. Et c'est ça le message qu'on doit aussi véhiculer aux entrepreneurs. Il faut aller vers l'information, il faut faire cet effort. Et la formation, les gens sont formés pour nous aider et nous-mêmes, on peut se former en allant vers l'information. Alors Manizor, tu as touché un point très sensible tout à l'heure, très sensible pour moi et c'est important. Et avant ce podcast, je t'ai dit, il faut qu'on en parle. La gestion. La gestion, je l'ai dit 3 fois. Tout entrepreneur n'est pas forcément gestionnaire. Clairement. Clairement. On le voit, on le ressent et beaucoup d'entreprises vont en faillite et se perdent à cause des problèmes de gestion. Tout à fait.
La dernière fois, au premier épisode, on a effleuré un peu le sujet, Abdoulaye, quand on parlait de faire la différence entre son argent et l'argent de l'entreprise. C'est deux choses différentes. Ah oui. Comment on se paye en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce qu'on investit dans l'entreprise? Comment on se paye sans bring harm, sans blesser les fonds de notre entreprise? Dis-nous tout, s'il te plaît. Bon, on ne pourra pas tout dire Oui, en 30-40 minutes parce que voilà, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais effectivement, il y a une chose qui se fait et que j'ai tendance à dire aux entreprises que je conseille, que ce soit des grandes entreprises comme des entreprises moyennes ou des petites entreprises, il faut dissocier la personne physique qu'on est en tant qu'honneur de la société et la société en tant que personne morale. C'est important. Et c'est cette dissociation que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à faire. Autrement dit, l'argent de la société est confondu à notre propre argent. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dépense l'argent de la société en pensant qu'on dépense son propre argent, alors que tel n'est pas le cas. Parce que la personne morale a une vie à mener. Bon, en général, quand on prend de manière un peu plus technique, l'OHADA le prescrit sur 99 ans renouvelables. Et puis nous aussi, nous avons nos fonds personnels. Et des fois, comme je dis, en général, les entrepreneurs ont tendance à anticiper en fait les bénéfices. Ça, c'est une catastrophe. Hein, ils se payent avant même le conseil d'administration pour distribuer les dividendes, hein, par plusieurs moyens. Oui. Et ça peut se faire au niveau, ce que je dis est très important, ça peut se faire au niveau associé unique, propriétaire de la société, comme avec des multinationales aussi qui, par certaines techniques, arrivent quand même à se faire payer avant même voilà, la distribution effectivement dite après le conseil d'administration de la société. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui est général à tous les niveaux d'entreprise, que ce soit les grandes, les moyennes et les petites entreprises. C'est une catastrophe en business pour plusieurs raisons. Premièrement, quand ce n'est pas bien calibré, ça pose la société à sa ruine. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, il y a un détournement d'objets et des fonds qu'on arrive à collecter. Si aujourd'hui on a des fonds pour faire développer la société et qu'on l'utilise à ses propres siens, ben on freine l'élan de développement de la société, naturellement. Ouais. Donc, les entrepreneurs qui le font, moi je l'ai dit tout de suite, si vous voulez faire croître votre entreprise, arrêtez cela. Attendez de faire vos bilans en fin d'année, vos états financiers en fin d'année. Faites votre conseil d'administration et sur la base du plan stratégique que vous avez posé, de dire, ben, on veut arriver à tel cap, on pense qu'on doit se rémunérer à telle hauteur. Le reste, on le met dans le report à nouveau pour aider la société à avoir plus de fonds, plus de liquidités pour grandir. C'est important. Ça nous permet non seulement d'avoir une bonne structure bilancielle de la société avec des fonds qui sont là. Et lorsqu'on va chercher des fonds, ça nous facilite la levée des fonds parce qu'on va se dire, ben, ils ont quand même des ressources stables qui vont nous permettre, nous en tant que banquiers, de mettre notre argent pour qu'on puisse avoir une certaine garantie future par rapport à notre remboursement. Donc cette structure financière-là, elle est importante. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, lorsqu'on confond l'argent de la société à son argent, on ralentit en fait l'élan économique de la société. Et ça, c'est important à le savoir. Je donne un exemple, hein, je ne vais pas citer de nom. Une société qui prend des ressources à court terme. Donc, c'est en général, les ressources à court terme sont les découverts, voilà, les financements qui ne font pas plus d'une année et tout. Et elle va se bâtir un siège social. Oui, oui. Dans la logique première, c'est pour avoir une bonne structure parce qu'avec le bien immobilier, ça donne plus de... Voilà, etc. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est qu'en prenant ses ressources pour financer son emploi à long terme, pas de l'emploi à court terme, mais elle ralentit l'activité quotidienne de la société parce qu'elle ne peut plus s'approvisionner de manière normale en termes de matières premières, transformer et pouvoir vendre. Et se retrouve en situation où elle ne peut plus honorer ses engagements. Qu'est-ce qui se passe? Les banques lui tombent dessus et en fin de compte, elle mène la société droit vers la faillite. Donc, droit vers la faillite, les gens vont perdre leurs emplois. Comme vous l'avez dit, quand on perd son emploi, ça a des séquelles de point de vue psychologique. Vous ralentissez l'activité économique.
du point de vue pays au point de vue État, parce que l'État ne va plus pouvoir bénéficier ni des impôts sur le revenu, ni des impôts sur les sociétés, et vous ralentissez l'activité économique dans le sens où il y a un agent économique qui se dissout, qui se perd. Donc dans tous les cas, quelle que soit la situation, comment on peut la poser, le fait d'utiliser les ressources de la société à ses fins personnelles ou à des fins folkloriques ou à des fins de mathuvisme, excusez-moi du terme, n'est pas du tout bon pour la société. Il faut que les entrepreneurs arrêtent. Ensuite, le dernier point, sur ce point spécifique, les ressources à long terme doivent être utilisées pour des emplois à long terme. Des ressources à court terme doivent être utilisées pour des emplois à court terme. Cette logique d'équilibre financier, il faut que les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, aient une bonne fixation sur ça et que le reste. Chers internautes, vous allez devoir nous remercier parce que vous venez d'assister à une séance de consultation avec notre consultant gratuite qui vous aurait coûté très cher. Donc on est là pour ça. S'il vous plaît, enregistrez, revoyez, écoutez très bien ces mots qui sont très importants. Non mais Manizor, merci pour tous ces éclaircissements. Abdoulaye, c'est passionnant ce qu'il dit et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien en tant qu'entrepreneur de toute façon. Comment gérer, comment faire la différence. Des fois, ça peut être difficile, on peut le dire aussi, à appliquer. Bien sûr, mais ce qui est bien, c'est dans l'approche évoquée là, c'est de la technique en fait, c'est de la méthodologie. Ouais. Et en fait, on a des entrepreneurs un peu freestyle. Hein. Très freestyle. D'accord. Et quand on va leur demander de rentrer dans les rangs ou à faire preuve de méthodologie ou un peu de rigueur, ça va être compliqué. Ouais. Mais encore une fois, il y a des personnes qui sont bons dans ça. En fait, dans l'entrepreneuriat, si tu sais gérer, si tu sais produire, si tu sais vendre, t'es OK. Mais un entrepreneur ne peut pas tout faire. La gestion, tu peux la confier à des personnes pour qui c'est leur métier, pour qui ils ont une aspiration là-dessus et ils vont contrôler ton business. Moi, je parle de moi. Aujourd'hui, même sortir à 1 euro, c'est compliqué. Parce qu'il y a des garde-fous et tout. Tout à fait. Par contre, sur la partie exécution, prod, sur les aspects commerciaux, je suis plus véloce. Donc, du coup, c'est moi qui vais au front. Donc, clairement, aujourd'hui, ça tombe sur sens. Alors, on a une masterclass, mais je pense qu'il faudra faire un autre épisode où on pourra rentrer dans les détails. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un tissu, en tout cas aussi à Sénégal, vous avez un tissu mais vraiment très très large. Vous avez le micro-emploi, vous avez ceux qui sont dans l'informel, mais pour moi, c'est ni plus ni moins que des entrepreneurs nés. Oui. D'accord. Oui. Vous avez le micro-emploi, vous avez les TPE, vous avez les PME, vous avez aussi les GIE qui poussent à foison, les coopératives, une structure et une volonté de l'État à soutenir qu'on ressent. Moi honnêtement, je pense qu'il faut faire un autre épisode. Non, on va le faire. Il y a tellement de choses à dire et c'est un sujet, tout le monde sait que moi, ça me passionne. Hein. J'adore ce genre de sujet parce que pour moi, c'est des sujets à développement. C'est des sujets qui aident nos communautés à aller de l'avant. Il faut qu'on parle de ce genre de choses. Peut-être le dernier point que j'aimerais qu'on aborde avant de clôturer. Tout le monde va dire aussi, Sophia, tu n'arrêtes pas de parler de ça. L'éducation financière. Wow. Moi, j'ai un problème. Manizor. Abdoulaye. Nos systèmes éducatifs nous apprennent beaucoup de choses. Moi, bien sûr, écoute le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, j'adore. Oui, très logique, d'accord, triangle isocèle, d'accord. Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'on m'apprenne à l'école. Tu vois, comment est-ce que tu as 1000 francs? Comment est-ce que tu multiplies ce 1000 francs en 10 000? Ah, ça, c'est pas facile, hein. Bon. Il y a des bases. Oui, il y a des bases, oui. C'est ça, il y a des bases. Et je ne parle pas des cours d'économie forcément, la macroéconomie, microéconomie, on a tous. Je te parle vraiment d'éducation financière. C'est-à-dire comment comprendre les finances, comment comprendre l'argent, comment développer l'argent, comment fructifier l'argent. Comment est-ce que, à ton avis, déjà, est-ce que tu partages le même avis que moi? Est-ce que ça doit être inclus dans nos systèmes scolaires? Et si oui, comment est-ce qu'on peut préparer les plus jeunes à inclure justement cette éducation financière dans leur développement? Je pense que aujourd'hui, c'est fondamental qu'on inclue ce genre de dynamique dans notre système éducatif. Fondamental. Je pense qu'il faut qu'on revoie, et je pense que le gouvernement actuellement est en train d'y travailler, qu'on revoie le système éducatif dans sa profondeur et dans sa globalité. Et aujourd'hui, parler d'éducation financière, c'est l'un des nerfs de la guerre, comme je peux le dire. C'est de dire, sans éducation financière, on n'aura pas de serial entrepreneur à succès. Il faut le dire.
Premier élément dans l'éducation financière, je le dis tout le temps, ça m'étonne toujours de voir des personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Oui. C'est incroyable. Le premier pas vers l'éducation financière, c'est d'avoir une certaine capacité à épargner. C'est pas facile, hein. C'est très difficile. Hein. Certains te diront, ce que je gagne ne me suffit pas par rapport à mes dépenses. Mais je pense que le premier pas, c'est de s'éduquer à pouvoir épargner. Il y a des livres assez intéressants qui parlent d'éducation financière. Le premier pas, c'est au minimum de ne pas dépenser plus de 90% de ce qu'on gagne. Autrement dit, il faut épargner au moins 10%. D'accord. Et puis un peu. Ça, c'est le premier pas vers l'éducation financière. La charge sociale. La charge sociale au Sénégal, elle est énorme. Hein. Ouais. Tout le monde le vit. Hein. Oui, moi, ici présent, je le vis. Une bonne partie de ce que je gagne. Mais ça, il faut comprendre qu'il y a toute une culture derrière aussi qu'on ne peut pas mettre de côté. Il faut qu'on aide aussi. Ça, c'est important dans une société. Mais, premier pas, voilà, il faut épargner. Après, je le dis, ne rentrez pas dans un business que vous ne connaissez pas. Ah. Les business, j'ai vu le Bitcoin, excusez-moi de la publicité, qui explose. J'ai vu que sur le Forex, surtout les financiers, on fait des gains faramineux et tout. On va faire une émission spéciale sur la crypto-monnaie. Et tout. Voilà, s'il vous plaît, évitez cela. Ok. Avant d'investir dans un business, je vais le dire en Wolof pour qu'on puisse bien le comprendre. L'odul talibem dodon serignon. Il faut d'abord être dans les rouages, apprendre, connaître, comprendre avant de se lancer dans un business. Et sur cette base-là, maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'argent de l'entreprise reste l'argent de l'entreprise, votre argent reste votre argent. Quand vous commencez à entreprendre, il faut savoir se serrer la ceinture, diminuer ses besoins et se concentrer vers son idéal qui est le fait de développer un business. Un business à succès va nourrir son bonhomme, ça c'est certain. Mais maintenant, manger les oseilles de la société avant qu'elles puissent se développer, c'est ça qui fait que beaucoup de business aussi n'arrivent pas à maturité, à se développer. Donc voilà ce que je peux dire, mais l'éducation financière reste quand même fondamentale aujourd'hui dans nos écoles, dans nos institutions. Il faut qu'on l'intègre. Je vois même des programmes sur l'entrepreneuriat. Bon, des fois à dessein, parce que ça me fait un peu rigoler. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est sur le terrain, c'est pas dans les classes. Mais donner un peu les bases comme l'éducation financière, sur quoi entreprendre, comment entreprendre, c'est quoi un business model, etc. Ça donne quand même les éléments de base. Et lorsque les jeunes ou même les aînés seront sur le terrain, qu'ils puissent quand même mettre une main sur ces aspects théoriques pour que ça les aide quand même à aller de manière plus rapide et de manière plus coordonnée et structurée. Super, super. Ouais, Abdoulaye, un mot sur ça, sur cette éducation. Ouais, moi là-dessus, moi je suis plutôt parti. Alors, il n'y a pas d'école pour devenir entrepreneur ou école de patron, ça n'existe pas. Et j'aurais peut-être des doutes sur la cohérence parce que à l'école en général, un prof par exemple qui t'apprend l'entrepreneuriat, il n'a jamais entrepris, quoi. C'est ça. Un prof. Ouais. Mais je crois à la partie coéducation, c'est-à-dire que l'éducation puisse faire, l'éducation nationale du coup puisse faire son job et donner un vernis, des notions, et qu'à la maison, les parents, dont l'éducation prodiguée aux enfants, puissent aussi eux tenir la barque et jouer leur partition. Je crois en ça, à la coéducation financière du coup. Moi je le fais avec mes enfants. Voilà, elles ont leur petite bourse, elles gèrent leurs trucs, et quand elles ont besoin, oh, j'ai pas besoin, je paye. Nice. Ça y est, elles ont compris. Ouais. Voilà. Donc, et je pense que ça peut apporter qu'un plus à ces futurs citoyens. Voilà. C'est ça, les parents aussi ont leur partition à jouer, c'est très important à dire, Abdoulaye. On va terminer bientôt, mais Manisa, je ne peux pas terminer sans te poser une question qui va te titiller peut-être un peu, mais je vais te la poser quand même. Ma flamme journalistique ressort, parce que je sais que tu as sûrement un avis là-dessus. On est à l'aube de grands changements au Sénégal, de grands changements, et l'économie fait partie de ces changements-là. Qu'est-ce que tu en penses personnellement avec tous ces changements, ce renouveau ici au Sénégal en 2021, ce renouveau politique qui va forcément avec un renouveau économique? Si tu avais quelque chose à dire là-dessus, si tu avais quelques conseils à donner, un avis à donner, ce serait lequel? On va terminer sur ça.
Bon, j'avais pas préparé cette question Oui. qui vient comme un bon coup dans le mire. Il fallait Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aune d'un grand changement. Et le président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a donné les élans aujourd'hui d'une vision 2050 sur la base de 4 axes stratégiques. Et ces axes-là, couplés avec les 8 agropoles qui ont été nommés, donnent quand même un élan de changement, mais aussi une approche directionnelle qui est tout à fait bien réfléchie et bien structurée pour que le Sénégal soit un pays prospère à l'horizon 2050. Donc les bases d'une économie soutenue sont déjà engagées, les bases d'une économie prospère sont engagées. Maintenant, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Et je pense que ce sera ça le pari, hein. Le défi, que les personnes puissent porter le projet, puissent travailler dans le sens du projet et puissent donner des résultats parce que les Sénégalais nous attendent au tournant. Il va falloir réussir ce pari parce que c'est un pari sur lequel nous n'avons pas droit à l'erreur. Très bien. Merci beaucoup, Manisor, pour ta réponse pour cette masterclass et ce beau développement. On ne peut pas tout dire, mais je pense que tu as réussi l'exercice et tu as dit l'essentiel. Merci beaucoup à toi pour ta disponibilité. Abdoulaye. Yes. À très bientôt. Et encore une fois, je tenais aussi à remercier Manisor pour ses éclairages. Je pense qu'il faudra en programmer une autre. Tout à fait. Je reste sur ma faim. Bien sûr, bien sûr. Non, on va en programmer d'autres et d'autres et d'autres. Il y a tellement de sujets à aborder qu'on le fera. Je vous remercie tous les deux de votre présence, de votre disponibilité, de votre généreux partage. Merci à vous, chers internautes. Le deuxième épisode de votre nouveau podcast, la plateforme nouvelle version s'achève maintenant. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. Juste en attendant, je vais remercier la maison Absatoussi de nous accueillir, notre partenaire numéro 1. Merci à vous et à très bientôt.